Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. 200 000 tables bancs vont être réalisés par les apprenants des centres de formation professionnelle du pays. Le programme est lancé par le ministère dirigé par Alpha Bakar Bari. L'objectif est de valoriser les compétences techniques et de lutter contre le déficit en mobilier scolaire. Dans l'actualité encore, le ministre des Infrastructures est lui à l'intérieur du pays. Une tournée pour constater l'évolution des travaux sur la nationale numéro 3 et sur la contournante de Bokeh. Fasciné Silla invite les sociétés à respecter les délais d'exécution des chantiers. Et puis, mesdames et messieurs, nous allons parler de la lutte contre l'insalubrité. Une campagne de sensibilisation et de réflexion est en cours dans les régions du pays. Les États généraux de l'assainissement veulent libérer la parole pour des actions encore plus efficaces. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, la mosquée de Boulbiné dans la commune de Kaloum a accueilli ce vendredi, comme à l'accoutumée, de nombreux fidèles pour la grande prière. Une affluence marquée toutefois par la présence du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, venu accomplir la prière aux côtés des citoyens. Dans ce reportage de Fatoumata Kourouma, nous revenons sur cette atmosphère de recueillement et de sobriété. Dans le cœur historique de Kaloum, là où bat le pôle institutionnel de la République, un moment de recueillement vient suspendre le rythme effréné de la capitale. Nous sommes au premier vendredi du mois d'avril 2026. Comme chaque semaine, les fidèles convergent vers la mosquée de Boulbiné, un lieu de prière, mais aussi un espace de communion ancré dans la vie quotidienne des habitants. Ce vendredi, une présence particulière attire les regards sans pour autant troubler la sérénité des lieux. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a choisi une fois de plus d'accomplir la grande prière aux côtés des citoyens. Ici, pas de protocole ostentatoire, pas de distance imposée, mais un geste simple, presque ordinaire et pourtant profondément symbolique. Dans cette mosquée de quartier, située à quelques encablures du palais présidentiel, le chef de l'État se fond dans la foule des fidèles. Épaule contre épaule, dans l'alignement des rangs, il partage un moment d'humilité et de spiritualité avec ses concitoyens. Un acte qui s'inscrit dans la continuité. Depuis l'entame de sa gouvernance, le président Mamadi Doumbouya a fait de cette proximité une signature, celle d'un dirigeant qui, au-delà des responsabilités d'État, entend rester connecté aux réalités sociales, culturelles et spirituelles de son peuple. À Boulbiné, les regards sont empreints de respect, les gestes mesurés et l'atmosphère profondément apaisée. Dans le silence de la prière, les différences s'effacent, les statuts se dissipent, ne subsiste alors qu'une communauté unie par la foi. Pour de nombreux fidèles, cette présence régulière du chef de l'État est perçue comme un signal fort, celui d'un leadership ancré dans les valeurs, attentif aux symboles et soucieux de rester à l'écoute. Alhamdulillah Rabbil Alamina, nous remercions Dieu. Dieu est grand. Nous remercions Dieu pour que ça soit plusieurs fois notre président et notre aimé président viennent prier dans cette mosquée ici. Tous les Guinéens sont contents parce que les Guinéens qui prient ici, tous les ministères prient ici. Ce n'est pas Boulbiné seulement. Nous sommes tous contents, très contents. On remercie Dieu. On demande Dieu pour lui de bonne santé. On demande Dieu pour lui vraiment de bons avantages, vraiment pour aider la Guinée et les Guinéens. Dans la sobriété de ce moment, loin des discours et des tribunes, se dessine une autre manière d'exercer le pouvoir. Dans la mosquée de Boulbiné, au cœur de Conakry, un vendredi pas comme les autres et pourtant profondément ancré dans le quotidien des Guinéens.
Merci à Fatoumata Kourouma. Et puis, fin de la mission de BPI France à Conakry, le séjour de la cinquantaine d'investisseurs français a été marqué par la tenue du Forum d'affaires Guinée-France. Au terme de cette visite de travail, le chef de la délégation a été reçu par le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, Mamadou Salioba. À la tête d'une mission d'une cinquantaine d'investisseurs français, le chef de la délégation de BPI France est reçu au ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement. Une rencontre mise à profit pour passer en revue les 3 jours de travail des hommes d'affaires français à Conakry, mais aussi la coopération entre la France et la Guinée. C'est une première grande visite d'avoir une cinquantaine d'entreprises françaises venir en Guinée travailler avec le secteur privé. Au-delà des projets publics, nous avons aussi parlé des projets privés. À date, nous avons 14 projets privés portés par BPI France. On les a rassurés de notre engagement, de notre accompagnement pour continuer cette nouvelle version qui est la version de partenariat 2.0 entre la Guinée et BPI France. Durant le séjour à Conakry, les investisseurs français de BPI ont eu des rencontres de travail avec les hommes d'affaires guinéens, des chefs des départements sectoriels, mais aussi avec les autorités publiques. Des rencontres axées sur les projets de développement du programme Simandou 2040, mais aussi sur des opportunités de partenariat durable avec le secteur privé guinéen. La dynamique est lancée. C'était l'occasion de venir se satisfaire des 3 années de travail en étroit partenariat pour déboucher sur une réalité concrète de projets, de contrats qui sont dorénavant en exécution. Et puis c'était aussi poser les bases d'une coopération future, réaffirmer notre souhait d'accompagner le ministère du Plan et de la Coopération dans l'exécution de ce plan Simandou 2040 et affirmer la présence des entreprises françaises. Le séjour de travail de la cinquantaine d'investisseurs français de BPI est le fruit de 3 ans de travail entre le ministère du Plan, de la Coopération internationale et du Développement sous l'impulsion du chef de l'État. Le ministre des Transports a également échangé avec une dizaine d'investisseurs français intéressés par le développement des transports en Guinée. La rencontre a permis à Ousmane Gawal Diallo de présenter les priorités de son département ainsi que les opportunités qu'offre le secteur des transports. Un rendez-vous important pour consolider les acquis dans ce domaine. Abraham Christophe Conté. Cette rencontre stratégique entre le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, et la délégation d'investisseurs français s'inscrit dans le registre du renforcement de la coopération économique. Des échanges ont aussi porté sur l'édification des projets structurants dans le secteur des transports. Écoutez, nous sommes venus là écouter les besoins du ministre des Transports. Nous comprenons que Conakry est en très fort développement urbain. Que cela nécessite donc de réfléchir à un schéma directeur d'aménagement des transports, que ce soit dans le domaine terrestre, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine maritime. Nous avons dans cette délégation un certain nombre d'entreprises qui ont une expertise importante sur ces sujets, à la fois dans la réflexion amont, mais aussi de manière très pratique, la réalisation des projets de transport. Autre facette des discussions, l'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry dans sa phase 1 et 2, la construction et l'équipement des infrastructures météorologiques ainsi que la réalisation de gares routières modernes dans toutes les régions naturelles du pays. L'accent est également mis sur la relance de la société de transport urbain et interurbain. Nous avons ici des entreprises dans le domaine du câble, du transport par câble, du transport terrestre. Nous avons une société qui fait du conseil et qui aide à réfléchir au schéma directeur d'aménagement des transports, donc pour entrer en discussion et voir comment on peut concrètement réaliser des projets en bonne intelligence avec les autorités guinéennes. Cette rencontre entre les investisseurs français et le ministre des Transports devrait déboucher sur des belles perspectives d'investissement concrets avec à la clé des projets de création d'emplois et l'octroi de moyens de mobilité
en faveur des populations. Et pendant ce temps, la Guinée accélère son entrée dans l'ère des données et de l'intelligence artificielle. La ministre de l'Enseignement supérieur, entourée de plusieurs membres du gouvernement, a présidé la restitution des résultats de la plateforme Dunia 1 et lancé en même temps la deuxième phase. Une rencontre stratégique qui réunit chercheurs, universitaires et partenaires autour des enjeux de souveraineté numérique. Mounir Bari. Dans la dynamique Simandou 2040, la Guinée ambitionne de s'affirmer comme un acteur souverain du numérique et de l'intelligence artificielle. La restitution de Dunia 1, accompagnée du manifeste de Conakry et du lancement de Dunia 2, marque une étape clé. Objectif partagé par les autorités et experts, faire de la donnée un moteur de transformation économique et sociale. C'est une plateforme d'échange, d'apprentissage et de co-construction d'une IA nationale qui rassemble tout le monde et qui tient compte de toutes nos réalités en toute inclusivité. Donc dans ce cadre-là, il y a des activités qui sont prévues dès la semaine prochaine à la Cité des sciences et de l'innovation pour organiser ce qu'on appelle des groupes thématiques sur les 5 piliers de Simandou. La Cité des sciences et de l'innovation s'impose comme un hub stratégique au cœur de cette dynamique de transformation numérique. Cette plateforme va nous permettre enfin de faire bouger la Guinée parce que nous savons qu'il y a eu 3 révolutions industrielles sur cette planète. Il y a eu la révolution de l'agriculture, l'être humain dans l'agriculture. La deuxième a été la révolution industrielle, mais maintenant cette 3e, c'est la révolution de l'IA. Cette rencontre d'aujourd'hui a un double impact. D'abord, faire la restitution de ce que nous avons fait. Il y a eu 600 participants, des experts venant de 19 États, mais c'est surtout les retombées de ce premier exercice de conversation nationale que nous avons su créer autour de l'intelligence artificielle et de la donnée en Guinée. Rapport final présenté, plateforme mise en service et Dunia 2 officiellement lancée. La Cité des sciences et de l'innovation incarne cette nouvelle phase plus opérationnelle et ancrée dans les territoires. Les priorités sont désormais claires, renforcer le cadre juridique, promouvoir l'excellence scientifique et consolider la souveraineté académique. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, le programme national de fabrication de tables-bancs est lancé ce matin dans la commune de Manéa. C'est une initiative du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dirigée par Alpha Bakar Bari. Au total, 200 000 tables-bancs seront produits par les apprenants des centres de formation professionnelle du pays. Abdul Aziz Baldé pour des explications. C'est un moment décisif dans la transformation du système éducatif en République de Guinée. La valorisation du contenu local et le développement du capital humain figurent sur la feuille de route du département. Ce vendredi, le programme national de fabrication de tables-bancs est officiellement lancé à Bentouréa, commune de Manéa. Au total, 15 centres de formation participent à ce projet afin de faire valoir leur savoir-faire. Ce programme a un double enjeu. D'une part, il vise à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos élèves en participant à l'équipement progressif des salles de classe de nos écoles. D'autre part, il permet de placer nos apprenants en situation réelle de production, ce qui permet d'améliorer leurs compétences et valorise leur savoir-faire technique. Cette initiative d'envergure nationale vise la production de 200 000 tables-bancs avec une capacité mensuelle estimée à 5 000 tables destinée à améliorer significativement les conditions d'apprentissage dans les établissements scolaires. Devant les cadres du département, les apprenants ont fait une démonstration en semi-métallique et en bois. Déjà, on va valoriser le savoir-faire local. Donc les entreprises locales qui sont recrutées vont faire les 30% de leur fabrication dans nos CFP. Et donc une pierre, vraiment 3 coups. Contenu local, savoir-faire, mais aussi participation à la production nationale. C'est une vision salvatrice dont le mérite revient au chef de département, M. Alpha Bakar Bari. Lorsque vous prenez la région de Gérékoré, lorsqu'il y a un déficit de tables-bancs estimé par exemple à 200 ou à 500 tables-bancs, on passera forcément par le CFP de Gérékoré pour pouvoir faire procéder à la commande conformément à la réglementation en vigueur. Ça va nous réduire le coût de transport. Ce programme de fabrication de tables-bancs va s'étendre à d'autres mobiliers scolaires. Les tables des enseignants, les tables des réunions et les étagères.
L'idée est de poser les bases d'un système de formation plus productif et plus ancré dans les besoins réels du pays. Dans l'actualité encore, la Confédération générale des entreprises de Guinée vient d'organiser une rencontre dite de restitution. L'idée est d'expliquer aux acteurs économiques l'impact de la crise de liquidité sur le climat des affaires dans le pays. Des recommandations sont faites, notamment celles liées aux conséquences de la thésaurisation. Falilou Diallo, Mohamed Sherif Kamara. Cette réunion dite de restitution entre les membres de la Confédération générale des entreprises de Guinée fait suite à leur rencontre avec le président de la République, Mamadi Doumbouya. Au cœur des échanges, la crise de liquidité qui affecte actuellement l'économie nationale, ainsi que les pistes de solutions concertées pour une sortie rapide et durable de cette situation. C'était pour faire le compte-rendu de la rencontre que le secteur privé a eue avec le chef de l'État à sa demande le mercredi passé. Cette rencontre a suscité beaucoup d'engouement au sein du secteur privé et le patronat ne pouvait pas rester en marge. Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin pour partager le contenu du message que le chef de l'État a passé au secteur privé. Un message qui rassure, mais qui doit être encore renforcé par le dialogue entre l'État et le secteur privé. Comme il est de coutume au sein de cette confédération, les intervenants se sont exprimés tour à tour, formulant plusieurs recommandations. Parmi les priorités évoquées figure la restauration de la confiance entre les acteurs économiques et la nécessité de mettre fin à la thésaurisation. Nous allons travailler avec le patronat et les autorités pour formaliser ces décisions de sorte que le secteur bancaire soit également sécurisé puisque c'est des actes juridiques. Face à une crise qui met à l'épreuve l'ensemble du tissu économique, les acteurs du secteur privé entendent désormais se positionner comme une véritable force de proposition. Avec l'engagement affiché des autorités, notamment celui du président Mamadi Doumbouya, l'espoir d'un retour progressif à la stabilité financière semble permis. Le ministre des Infrastructures dans la région de Bokeh, Fassine Silla, est sur le terrain pour évaluer les travaux de réhabilitation d'urgence de la route nationale numéro 3. Il inspecte également le chantier de la contournante de Bokeh avec ses ouvrages hydrauliques. Une visite donc pour motiver les travailleurs, mais surtout pour favoriser le respect des délais contractuels. Abla Yarasila, Abakar Junior Kamara. La route nationale numéro 3, Conakry-Bokeh, bénéficie des travaux de réhabilitation d'urgence. Cette route d'intégration économique, la CEDEAO, était dans un état de dégradation très poussé ces derniers temps, surtout entre Korira-Tanene et entre Kolia et Kolabouni. Aujourd'hui, les travaux avancent normalement et le ministre de tutelle est sur le terrain pour évaluer l'évolution des chantiers. Dès que la route va être finie d'être réhabilitée, on va mettre le paysage aussi, pour donner plus de chance à cette route, à cet investissement de vivre longtemps, augmenter son espérance de vie. Sans ce paysage, une route qui est faite pour 15 ans ne va même pas faire 5 ans. Nous sommes engagés et la route-là sera réhabilitée avec les normes. Nous recyclons l'existant avec un apport de tout venant qu'on imprègne et après on fera de la grave bitume et du béton bitumineux. Ce sera une structure souple, très solide et qui pourra avoir une espérance de vie minimum de 15 ans. Le ministre Fassine Silla visite aussi la contournante de Bokeh d'Abis, vouée à la frontière avec la République de Guinée-Bissau. Ici, 2 ponts de plus de 200 mètres linéaires chacun se construisent sur le fleuve Batafon et le fleuve Kogon. Ils sont en phase de finition. C'est un projet extrêmement important pour la ville de Bokeh. Et vous savez que la région de Bokeh est une zone minière. Donc les gros camions, le trafic transfrontalier, toutes ces externalités seront évitées ou réduites au maximum lorsque cette contournante sera achevée. Je suis sûr que d'ici la fin de cette année, ce projet va connaître son terme. Cet ouvrage a un linéaire de 275 mètres. C'est un pont à fondation profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pont est fondé sur des pieux qui sont fourrés. Sous chaque appui du pont, vous avez 6 pieux, dont les dimensions varient entre 6 et 10 mètres, les pieux. Donc l'ensemble de ces pieux est ramassé par une grosse semelle. Donc c'est un peu le mécanisme du pont. C'est un pont à fondation profonde.
Toutes ces visites s'inscrivent dans la logique de suivi rapproché des projets de réalisation d'infrastructures en Guinée. Une orientation du chef de l'État pour la durabilité des infrastructures. Merci Abakar Junior Kamara. Et puis c'est un moment décisif pour la Fédération syndicale des transporteurs routiers et de la mécanique générale de Matam. L'organisation vient de franchir un cap important en organisant son congrès électif, une nouvelle étape pour améliorer le fonctionnement interne de la structure et lui permettre d'atteindre ses objectifs au service des membres. Mohamed Sherif Kamara. Initialement prévue comme une simple assemblée générale, la rencontre de la Confédération syndicale des transporteurs routiers et de la mécanique générale de la commune de Matam, affiliée à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG, s'est finalement transformée en congrès électif. Une décision prise à l'initiative des membres présents, fortement mobilisés pour la circonstance. Nous sommes très enthousiasmés de nous retrouver parmi vous aujourd'hui. Nous avons été ordonnés par l'exécutif suivant un ordre de mission pour venir assister à votre assemblée générale que vous-même vous avez sagement demandé. La souveraineté de l'assemblée est consacrée à partir du moment que vous venez de décider dans la plus grande joie la reconduite de votre section syndicale de base. Nous ne trouvons pas d'objection à cela à partir du moment que c'est conforme à nos statuts et règlements. À l'issue des travaux, l'équipe sortante, composée de 21 membres et dirigée par El Hadj Ousmane Oroya Sylla, a été reconduite à l'unanimité. Il s'agit de défendre les travailleurs et les travailleuses. La Guinée nous appartient. Il faut maintenir la paix et la quiétude. S'il n'y a pas de paix, nous, on ne va pas bénéficier. Cette rencontre a également permis de consolider l'unité et la cohésion entre les travailleurs. Un satisfecit a été décerné à l'équipe dirigeante sous la conduite d'El Hadj Ousmane Oroya Sylla en reconnaissance des services rendus aux transporteurs routiers ainsi qu'aux acteurs de la mécanique générale. Et puis quelques jours après l'incident survenu à Koudaya, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, la localité retrouve son rythme normal. L'armée guinéenne rassure, les populations des localités de Koudaya en Guinée et de Kaliéré en Sierra Leone reprennent leurs activités quotidiennes. C'est un constat sur place de l'adjudant-chef Mamadou Aliou-Bari, correspondant de la presse militaire. Koudaya, sous-préfecture de Sandinia, préfecture de Farana. Une localité de la Guinée récemment impactée par une incursion de militaires sierra-léonais rapidement maîtrisée par les forces armées guinéennes. Tout est parti du 22 février 2026 lorsque 16 soldats sierra-léonais ont été interpellés par l'armée guinéenne pour avoir pénétré sur le territoire national et hissé leur drapeau. Libérés suite aux instructions de Conakry. Ce matin, la chaîne de commandement de la 3e région militaire de Kankan, du bataillon autonome de Farana et plusieurs autorités administratives sont sur le terrain. Objectif, évaluer la situation sécuritaire et rassurer les populations riveraines. Quant à nous, forces de défense et de sécurité, notre rôle essentiel, c'est le respect, n'est-ce pas, des principes de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Cette portion de terrain appartient clairement à la Guinée et qu'il n'y a pas de débat dessus. La visite de cette mission conjointe se veut un signal fort, celui d'un État déterminé à préserver chaque parcelle de son territoire tout en maintenant un climat de paix dans les zones frontalières. Nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain rassurent par la sensibilisation la population de vaquer à leurs préoccupations par rapport aux activités qu'ils ont l'habitude de mener. Et de l'autre côté, on est en contact avec les forces de défense et celui de la Sierra Leone pour leur dire que ce que les autorités ont enseigné à partir de Conakry, que c'est dans cette optique qu'on est en train de manœuvrer et on continue toujours à prôner la paix, la quiétude sociale au profit de la population. Sur le terrain, les populations riveraines continuent de circuler librement. Les cultivateurs se disent rassurés par la présence des militaires guinéens.
Depuis l'époque de nos grands-parents, nous cultivons ici. C'est notre espace de vie et de travail. Je ne peux pas dire que je souffre ici. Ce serait mentir. Peut-être ailleurs, mais pas ici. Quand j'arrive avec un sac, on me demande simplement de l'ouvrir. S'il n'y a rien de suspect, on me laisse accéder à mon champ. La présence des militaires sur les lieux me rassure. Mais au-delà de la sécurité, les préoccupations foncières restent au cœur des échanges. Les sages de Koudaya appellent à une clarification des limites territoriales. Pour eux, la question des portions de terre reste essentielle et doit être clairement définie afin d'éviter d'autres crises à l'avenir. Autrefois, nos parents avaient prêté ces terres à nos voisins au nom des liens de bon voisinage. Mais aujourd'hui, cela engendre des incompréhensions. C'est pourquoi, devant les autorités ici présentes, nous affirmons notre décision de récupérer l'ensemble de nos parcelles. Aux côtés du commandement militaire, les autorités locales ont, dès les premières heures de l'incident, entrepris des campagnes de sensibilisation auprès des populations, invitant au calme et au maintien de la cohésion sociale. Une démarche qui cadre avec les orientations du commandant en chef des forces armées guinéennes, le président de la République, Mamadi Doumbouya. Le contenu de ce communiqué de la Direction générale des élections DGE. La Direction générale des élections DGE porte à la connaissance des directeurs régionaux, préfectoraux, communaux ainsi que des chefs de services communaux des élections que dans le cadre du processus de dépôt des candidatures pour les élections législatives et communales du 24 mai 2026, les commissions de réception et de traitement des dossiers de candidature sont tenues de poursuivre la réception des dossiers jusqu'à ce jour à 0h minuit. La DGE rappelle que cette disposition vise à garantir l'égalité de traitement des candidats ainsi que le respect strict du calendrier électoral établi. En conséquence, aucune commission ne saurait sous aucun prétexte interrompre la réception des dossiers avant l'heure indiquée. La Direction générale des élections attache le plus grand prix au respect scrupuleux de la présente instruction et invite tous les responsables concernés à prendre les dispositions nécessaires pour sa stricte application. Conakry le 3 avril 2026, la directrice générale, Mme Kamara Djenabou Touré. Au même moment, à Zérekoré, les acteurs de la société civile s'approprient le contenu de plusieurs documents juridiques. Durant 2 jours, ils ont échangé autour notamment de la nouvelle constitution, du code électoral et de la loi régissant le fonctionnement des partis politiques. La cellule Balai Citoyen coordonne les débats avec l'appui financier du Japon et du programme des Nations Unies pour le développement. Mohamed Sayoupaïa. Au sud-est du pays, les acteurs de la société civile de Zérekoré veulent rester à l'avant-garde de la démocratie. Réunis à la maison du paysan, ils échangent sur le contenu de la nouvelle constitution, du code électoral et de la loi L035 portant sur le régime des partis politiques et autres organisations à caractère politique. Et après ces 2 jours, ils seront déployés dans les communautés pour vulgariser la nouvelle constitution, le code électoral et la loi 035 dans les langues du terroir afin que tous ceux qui sont dans les zones rurales puissent comprendre le contenu de ces textes juridiques. L'appropriation de ces lois est une attitude citoyenne qui favorise une participation active et éclairée des citoyens dans le processus démocratique. Cette démarche menée par la cellule Balai Citoyen réconforte ses acteurs. Si les participants réitèrent leur engagement, le patriarcat, lui, sollicite l'élargissement de l'initiative à d'autres organisations communautaires. J'ai choisi de venir répondre présent à cet atelier. Donc je vais transmettre ce que je vais apprendre ici à ma communauté, afin que tout le monde puisse être au même niveau de compréhension. Cette constitution, comme nous l'avons dit hier, devait être encore plus élargie au niveau des sages. Au patriarcat de Zérekoré, par exemple, il y a 86 conseillers. Les 9 communautés qui vivent à Zérekoré, sa communauté a envoyé ses représentants. Et les sous-préfectures aussi ont envoyé les représentants. Ces activités citoyennes bénéficient du soutien technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et du gouvernement japonais.
Conakry accueille actuellement des acteurs majeurs de la formation et du développement des compétences à l'échelle africaine. Les participants échangent autour des enjeux liés à la formation des cadres et des managers. Le thème retenu, c'est investir dans le capital humain pour bâtir la Guinée de demain. Enfin, le point avec Mamadi Ternakamisoko. Les AOB offrent anormalement basse. Le concept est nouveau. Il s'agit d'une proposition financière dans un marché public sous-évalué, pouvant compromettre l'exécution du contrat. Pour mieux comprendre et encadrer une telle offre, le cabinet ICP International réunit les acteurs de la commande publique et des cadres de l'administration à Conakry. Les échanges tournent autour des mécanismes d'analyse et de gestion des AOB, souvent source de risques dans l'exécution des contrats publics. Le thème choisi est un thème d'actualité parce que de plus en plus nous avons des récurrences et des contestations lorsque des offres qui paraissent potentiellement anormalement basses sont rejetées. Les soumissionnaires exercent des recours. Il fallait leur montrer l'approche méthodologique de comment on identifie une offre anormalement basse et quelle est la procédure pour prendre la décision ou non d'indiquer que cette offre est anormalement basse. Réputé pour son expertise dans le domaine, le cabinet ICP International, à travers ce type d'initiative, contribue à l'amélioration de la gouvernance des marchés publics en Guinée. Ça rentre dans le cadre du renforcement des capacités, qui est un domaine régalien de la RMP. Et cette thématique porte sur un point précis, le traitement des offres anormalement basses. On appelle ça une clinique fiduciaire qui permet de prendre une partie exacte du code et développer ça pendant une journée avec les pratiquants du code. Dans un contexte où la transparence et l'efficacité des dépenses publiques sont plus que jamais au cœur des préoccupations, cette formation apparaît comme une réponse concrète aux défis du système des marchés publics en Guinée. Je le disais également au sommaire de ce journal, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique engage les débats autour de ces deux problématiques intéressantes. Les états généraux sont en train d'être organisés dans les différentes régions du pays. Après Mamou, la région de Boké est ciblée pour accueillir les travaux. L'enjeu est de sensibiliser, de professionnaliser la collecte et la gestion des déchets de toute nature. On fait le point avec Abakar Diaby et Moussa Bangoura. Pour une bonne gestion des déchets solides et autres facteurs de pollution de l'environnement, les états généraux de l'assainissement se pérennisent sur le terrain. Après Mamou, c'est au tour de la région de Boké d'accueillir cette initiative portée par la Direction nationale de l'assainissement et de salubrité publique ANASPI. Ici également, les interventions contre l'insalubrité en Guinée s'intensifient pour l'atteinte rapide des objectifs fixés. La particularité de Boké, c'est une cité minière, c'est un poumon économique qui parle de cette croissance économique et accompagnée aussi de la production des déchets, les déchets des unités industrielles, les déchets des engins, c'est-à-dire les produits de vidange. La caractérisation de ces déchets permet à l'ANASPI d'adapter une politique à cette région afin de prendre en compte non seulement la santé publique, mais aussi la beauté de cette belle ville. Dans cette salle, la bonne gouvernance locale d'assainissement est en débat pour renforcer la capacité des acteurs impliqués afin de les professionnaliser davantage dans le domaine. La démarche renferme plusieurs mécanismes innovants, dont la construction et la protection des points de regroupement des ordures et la distribution des poubelles. Aujourd'hui, l'assainissement est une priorité pour le président de la République, le président Mamadi Doumbouya. Tous les jours, chacun produit des déchets. Mais quels sont les déchets? Donc il faut d'abord faire la part des déchets que nous produisons. Plusieurs comités de gestion des ordures de Boké sont représentés à ces retrouvailles pour mieux mutualiser leurs efforts sur le terrain. Les difficultés rencontrées sont en train d'être élucidées pour valoriser le secteur de l'assainissement, conformément aux aspirations du ministère de tutelle. Ces séances de sensibilisation ont touché également les hommes de médias et des élèves à l'effet de vulgariser la culture de salubrité publique.
Promulguée le 19 août 2025, la loi portant code de la pêche maritime ouvre une nouvelle ère pour le secteur halieutique guinéen. Dans la dynamique de sa mise en œuvre, les cadres techniciens et professionnels du secteur se sont récemment retrouvés en retraite stratégique. Leurs réflexions doivent permettre de traduire cette volonté politique en actions concrètes sur le terrain. Al-Gassim Mouba. Pression sur les ressources, pêche illicite, dégradation des écosystèmes, autant de menaces qui imposent aujourd'hui une réponse forte de l'État. Et cette réponse se précise sur le terrain. Dans ce sens, une retraite stratégique a réuni les cadres et techniciens de la pêche. Pendant plusieurs jours, ils ont planché sur les mécanismes de mise en œuvre du nouveau code. Harmonisation des actions, renforcement du contrôle, amélioration de la gouvernance, les priorités sont clairement définies. Il faut revisiter le projet de texte tel qu'il avait été élaboré pour s'assurer qu'il est toujours en concordance non seulement avec la loi adoptée, mais également avec les réalités actuelles. Parce que ça fait quand même 2 ans depuis que ce projet a été déposé auprès du gouvernement. Après l'élaboration de ces textes, nous aurons des textes juridiques sur quoi nous, les techniciens, on pourra se fonder pour vraiment faire notre boulot. Au cœur des échanges, une ambition, celle de préserver durablement les ressources halieutiques tout en garantissant des retombées économiques pour les communautés locales. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance des pêches avec un accent particulier sur la conservation de la zone côtière et maritime. Comme l'a instruit Monsieur le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, par la finalisation des textes. Finalisation suppose plus de clarté, plus de précision et d'applicabilité par l'identification des anomalies. Cela a l'effet d'apporter des mesures correctives et aussi par l'alignement aux instruments internationaux relatifs à la lutte contre la pêche INN, relatifs à la bonne gouvernance de l'activité de la pêcherie. Entre réforme juridique et mobilisation des acteurs, la Guinée pose les bases d'une nouvelle gouvernance des pêches. Un chantier ambitieux dont le succès dépendra désormais de sa mise en œuvre effective. Et c'est ce qui va nous amener à parler maintenant du projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole, un secteur qui poursuit sa structuration et qui veut être désormais compétitif. Une réunion du comité de pilotage vient de se tenir à Conakry. La rencontre a permis d'évaluer les progrès réalisés sur le terrain et de valider le programme de travail ainsi que le budget annualisé du PFAG. Nous d'acquitter. Cette rencontre est axée sur la revue du planning, du budget de réalisation depuis le dernier comité et la validation des activités prévues pour l'année 2026. Le PTBA, programme de travail et budget annualisé, a été effectivement validé par le comité de pilotage et il y a eu des recommandations. Les difficultés principales sur le terrain, surtout concernant l'analyse de la qualité de l'aliment, les opérateurs auxquels nous avons affaire ne comprennent pas pour le moment très bien le bien fondé de cette analyse. Nous avons besoin de mener une très grande sensibilisation à l'endroit de ces acteurs. Suite à la révision de son cadre logique, le PFAC s'est recentré sur des priorités conformément aux visions du gouvernement et du ministère en particulier. Donc, une attention particulière est désormais accordée à l'efficacité des actions et à leur impact réel sur la filière avicole. Grâce au partenariat avec Expertise France et l'AFD, la filière avicole se positionne comme une industrie avec les bases plus renforcées. Ces évolutions sont encourageantes, mais elles nécessitent aussi vigilance, coordination et suivi continu. Le projet a été prolongé et s'achèvera désormais en décembre 2027. Les 2 années à venir sont donc décisives. Nous avons collectivement une responsabilité, celle d'atteindre les objectifs fixés, d'assurer et de pérenniser les acquis du projet. Les échanges avec le comité de pilotage ont permis au projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée-PFAG de définir une feuille de route claire pour le développement de la filière avicole.
protection des femmes porteuses de handicap à Kankan. Une journée régionale de concertation est organisée. L'objectif est d'impliquer les décideurs pour qu'ils participent à la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Les travaux annoncent également l'édition d'un nouveau document de plaidoyer en faveur d'une justice sociale sans distinction. Diamo Kaba est notre correspondant sur place. L'organisation des Sékou aux handicapés de Guinée poursuit son chantier de justice sociale à Kankan. Ses cibles au cœur de son combat au quotidien des personnes à mobilité réduite et les plus pauvres. L'agenda du jour affichait les résultats de la recherche sur le mariage d'enfants et la vulnérabilité des filles et femmes handicapées. Plus de 45% des filles-femmes handicapées n'ont aucune information sur la santé sexuelle et reproductive. Cela est très difficile à concevoir dans une zone où, au XXIe siècle, où on parle beaucoup plus de l'inclusion dans nos communautés. En tant que personne vivant avec un handicap, je suis très ravie ce matin pour la vulgarisation des plaidoyeries pour la cause des personnes handicapées. Parce que sans que les personnes handicapées ne se prennent pas en charge et de contribuer au développement socio-économique de la nation, vraiment la couche là sera toujours vulnérable. Le projet Briser le silence interpelle les consciences pour un accès inclusif et équitable des femmes et filles handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive. Il y a un document qui a été produit, qui nous a été mis à disposition. Et nous avons pris l'engagement solennel de promouvoir ce document et de vulgariser son contenu un peu partout. L'inclusion et la protection sociale sont plus fortes ici pour un traitement sans distinction. Au finish, l'organisation des Sékou aux handicapés de Guinée compte produire un document de plaidoyer sur la prise en charge de cette entité afin de lutter contre la mendicité. Une trentaine d'étudiantes viennent de bénéficier d'une formation gratuite en informatique. L'initiative est portée par une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies et l'innovation. La formation vise à renforcer les compétences des jeunes femmes dans des domaines clés comme la maintenance, le réseau et la gestion de projets. Marwan Kamara. Dans cette salle équipée d'ordinateurs, ces jeunes étudiantes suivent avec attention les explications du formateur. Maintenance informatique, réseau et gestion de projets, autant de compétences techniques aujourd'hui indispensables pour le marché de l'emploi. Une formation gratuite offerte par l'entreprise Wanadis Technologies. Nous avons déjà fait un projet de ce genre avec la DCPAF, la police d'immigration, la douane, avec l'Institut de perfectionnement à distance, l'ISFAD. Donc on a jugé nécessaire cette fois-ci d'apporter simplement des plus-values vers simplement nos étudiants tant qu'elles sont des universités, des instituts, afin qu'ils puissent vraiment aussi être compétitifs simplement sur le marché de l'emploi. Notre vision est claire, créer un écosystème inclusif où les femmes jouent un rôle dans la transmission numérique. Et encourager les femmes de plus même dans le métier technique. Au-delà des cours théoriques, la formation mise aussi sur la pratique. Ici, en sous peu de temps, les participantes ont appris à démonter les ordinateurs, à installer des équipements, configurer des réseaux et gérer des projets concrets. Ça donne une opportunité pour nous les jeunes filles, de mettre fin à ces barrières parfois invisibles mais bien réelles, qui montrent que les hommes ne sont pas seulement eux qui doivent être dans les domaines techniques, ils pouvons aussi exceller dans ce domaine. L'entreprise nous a permis d'abord de connaître les bases du réseau, de nous permettre de comment installer le réseau dans une entreprise ou dans une école. Je remercie beaucoup l'entreprise pour sa générosité. Au métier technique, cette initiative des Wanadis ouvre la voie à une nouvelle génération de femmes prêtes à relever les défis du numérique. Et c'est dans ce contexte que, face à la montée en puissance des réseaux sociaux dans le quotidien des adolescents, l'ONG Entreprendre Ensemble vient d'organiser une conférence débat. Ce panel vise à informer et à prévenir les jeunes filles sur les risques liés à une mauvaise utilisation des plateformes numériques. Parmi les préoccupations abordées figurent le cyberharcèlement ainsi que les atteintes à la vie privée. Reportage Ali Badara Kondé et Kandesila. Au lycée Djibril Tamsin Niane de Kipi, élèves et encadreurs se sont mobilisés
autour d'un enjeu majeur. Il s'agit de l'utilisation responsable des réseaux sociaux, une initiative de l'ONG Entreprendre Ensemble. L'objectif visé est que les jeunes comprennent que les réseaux sociaux sont des outils du quotidien sur lesquels ils peuvent capitaliser pour améliorer leur éducation, pour assurer une présence sur les réseaux sociaux, mais également que ces réseaux sociaux présentent un danger et un danger qui peut aller jusqu'à nuire à leur vie scolaire et également à leur vie professionnelle dans le futur. Pratiquement, nous, jeunes maintenant, on utilise plus le côté négatif que positif. Donc je dirais qu'aujourd'hui, avec l'intervention de toutes ces personnes, j'ai appris que je dois m'inspirer d'elles et aussi pouvoir réussir, pas dans le côté négatif, mais le côté positif. Au cours des échanges, plusieurs thématiques ont été abordées. Le cyberharcèlement, la protection de la vie privée, la diffusion d'images sensibles, mais aussi les sanctions prévues par la loi en cas d'abus. J'ai eu l'opportunité de discuter avec eux sur la persistance des données, la sauvegarde, la redondance des données qui pourraient exister à travers les différents serveurs lorsque l'on pense même qu'on a supprimé ces données. Donc c'est vraiment une discussion ouverte autour de l'irréputation, du cyberharcèlement et de l'image de vitrine qu'on souhaiterait vendre au quotidien de soi-même. À travers cette initiative, l'ONG Entreprendre Ensemble entend encourager un usage plus responsable et sécurisé des réseaux sociaux. Un message fort adressé à des jeunes filles appelées à devenir des citoyennes numériques conscientes et responsables. La page noire de ce journal avec en bref et en image cette triste nouvelle ce matin à Kankanabaya. C'est le rappel à Dieu du premier imam de la grande mosquée de la ville, Feu Elhaj Karamo Bangali Kaba, à son domicile. Décédé à l'âge de 76 ans, il avait commencé à diriger les prières à la grande mosquée en 1994. C'est en 2006 qu'il sera investi premier imam suite au décès de Laïssé Koukaba, devenant ainsi le 30e imam. Il est également l'inspecteur régional de la Ligue islamique de la région de Kankan. Elhaj Karamo Bangali Kaba était surtout connu pour sa foi, sa franchise et surtout pour sa lucidité face aux situations. Que son âme repose en paix. Amen. Conakry s'apprête à vibrer ce week-end au rythme d'un concert et d'une performance qui s'annonce exceptionnelle entre prestige international et célébration d'une carrière de 46 ans. Adja Aminata Kamisoko va livrer 2 albums, des productions qui confirment que cette légende vivante de la musique guinéenne est toujours aussi bien inspirée. Sona Sagno. Ce week-end, Conakry devient l'épicentre d'un événement culturel majeur. La capitale guinéenne accueille une pléiade de divas internationales venues célébrer Adja Aminata Kamisoko. Un concert hommage qui s'annonce grandiose avec son lot de surprises pour le public. En prélude, une conférence de presse lève le voile sur ce rendez-vous déjà très attendu. 46 ans, la musique. Depuis 46 ans, la musique m'a beaucoup apporté. Je remercie Dieu et j'ai décidé d'arrêter de faire des albums au profit de la nouvelle génération. Mais je continue la musique. Cette année, elle a décidé sincèrement d'arrêter tout en matière de dédicace. Donc c'est pourquoi elle a sorti double album dont 40 morceaux, c'est-à-dire chaque album 20 titres. La particularité de ces 2 albums, vous savez, c'est une cantatrice noble et c'est une griotte sûre. Donc, elle prodigue des conseils dedans. Double album, le premier c'est Beiyereye. Ça veut dire qu'il faut rester soi-même. On a Fudu Wokowaka où on a parlé de mariage. Vous savez, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on se marie 2 mois, 3 mois et puis voilà, on divorce. Donc, il y a des conseils qui sont vraiment prodigués dedans. Entre engagement et héritage musical, véritable icône, Adja Aminata Kamisoko s'impose comme une école, une référence incontournable de la musique guinéenne. Ami, c'est la chanteuse parfaite. Elle n'est pas que Djeli, mais elle est aussi une chanteuse moderne. Parce qu'il y a une nuance entre les deux. Avoir une voix juste, c'est ce qui est surtout important pour un chanteur. Quels que soient les instruments qui accompagnent Ami, elle ne fera pas de demi-ton. Elle ne passe pas à côté. Donc, elle a une parfaite connaissance de l'accord ou des accords musicaux. Ce week-end, tous les regards seront tournés vers la scène. Une certitude, l'histoire continue de s'écrire
en musique. Je m'en fous. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques jours seulement pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.